Je m'appelle Claire Van Voort, du coup, et je suis là aujourd'hui pour vous parler de refonte technique. Ça n'a pas l'air super sexy, mais ça peut être un énorme booster pour votre entreprise si vous la prenez justement de manière à apporter de la valeur, plutôt que comme juste un travail tech. Moi, j'ai un parcours plutôt ingénieur start-up. Donc, j'ai commencé en tant qu'ingénieur télécom. J'ai rejoint une start-up hyper tech qui faisait de la réalité virtuelle entre la France et les US, donc il y a une dizaine d'années. Et j'ai du coup découvert aux États-Unis cette notion de produit qui commençait à arriver en France. Avec eux, j'ai fait une première transformation d'une boîte qui était un mode projet pour la passer sur un mode produit. Et donc se dire, qu'est-ce que je reprends, qu'est-ce que je vais mettre dans la brique fonctionnelle de base, qu'est-ce qui va être du spécifique. Et donc presque plein de mini-refontes de fonctionnalités qui se ressemblaient mais qui n'étaient pas les mêmes. Et après 3 ans chez eux, j'ai rejoint Supermood, qui est un SaaS B2B RH, en tant que first PM à l'époque. Et j'ai grandi avec eux jusqu'à un poste de CPO. Et du coup, je m'occupais des équipes produit, design et tech. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 5 ans, j'ai pu faire beaucoup de refontes. J'en ai fait 3 chez eux. Et j'ai pu payer aussi les erreurs de toutes les refontes que j'ai pu faire avant chez eux. Donc, je vais avoir un petit retour d'expérience sur ce que j'ai pu faire et comment ça s'est terminé. Depuis le début d'année, j'interviens en freelance, à la fois dans des grands comptes, ce qui m'a permis d'avoir des refontes de produits beaucoup plus complexes et à nouveau dans des contextes beaucoup plus de transformation. Donc si vous avez des questions à la fin là-dessus, n'hésitez pas. Et entre autres, je vais aussi travailler sur des petites entreprises via l'incubateur Willa, qui me permet de voir aussi des toutes petites boîtes. Donc des expériences diverses et variées. Hop. Et juste pour avoir une idée de qui vous êtes dans la salle, qui est fait du produit dans la salle aujourd'hui? Conférence super produit avec quasiment que des produits. Est-ce qu'il y a des développeurs ou pas qui sont venus et qui ont osé franchir la porte? Bienvenue aux développeurs. Ah, vous êtes 2. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres professions, des designers ou des RH? Super. Donc, audience majoritairement de produits pour ceux qui ne se sont pas retournés, avec du coup quelques développeurs et quelques autres. Qui d'entre vous a vécu une refonte? Quasiment tout le monde, une ou plusieurs, effectivement, me souffle-t-on au premier rang. Les refontes, toutes les boîtes, à un moment ou un autre, arrive le moment où on se dit, là, le code, il est trop vieux, ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas mis à jour, il est temps de faire une refonte. Il paraît que 2023, en plus, c'était l'année des refontes. En tout cas, moi, je l'ai vu, puisque tous mes clients freelance ont fait une refonte cette année. Donc, je suis passée très vite de 3 à 4 refontes à maintenant 7 refontes en 5 ans, dont 4 qui sont juste cette année. Lié souvent à des réductions de marge opérationnelle, à des questions de coûts, où on commence à se dire comment est-ce qu'on optimise le travail fait par nos équipes opérationnelles en interne. Aujourd'hui, on va parler du coup de refonte, de stratégie de refonte, de la vie d'une refonte classique, des 4 types de refontes que j'ai pu faire. Donc je vous disais, j'en suis à 7 parce que là, je n'ai pas compté les nouvelles de cette année, et comment garder le cap et du coup avoir des refontes qui ont plus d'impact à la fin. Éviter les refontes qui s'arrêtent et qui finissent à la poubelle. Maintenant, du coup, je parle beaucoup plus à des DG. Et souvent, quand on leur parle de refonte, ils me disent on va revoir tout le logiciel. On va faire un logiciel qui va plaire à tous les clients, jusque-là la base, qui va faire qu'en interne, on est hyper efficace. Mes équipes opérationnelles, elles n'ont plus rien à faire. Le produit fait tout pour eux, presque, ou le client va le faire. On va avoir un produit hyper moderne, hyper design, conte Disney, quoi. La super refonte. Donc la direction se dit, c'est parti. Et côté tech, on est dans tout ce qui va être. Alors aujourd'hui, on a des plats de spaghettis, on va vous faire des petits raviolis. Donc en plus, on reste dans ces jolies métaphores et allégories qui vont amplifier ce côté refonte un peu rêvé au commencement. Le souci que vous avez peut-être déjà vécu, c'est qu'on commence à faire la refonte. Là, on commence à dire, oui, on a tiré là-dessus, mais en fait, ça a emmené ça, et donc ça commence à prendre un peu plus de temps que prévu. Pour tenir dans les délais, on va réduire un peu l'objectif, puis on va réduire l'objectif. Puis la deadline qu'on vous avait donnée, on n'est pas totalement sûr. Et au bout de quelques mois, on commence à avoir les stakeholders, les CEO et autres qui disent « Mais c'était quand encore la fin de la refonte ? Non, parce que là, j'ai tel client qui m'a appelé et il aimerait bien avoir cette fonctionnalité. C'est dans la partie déjà refondue neuve ou c'est dans l'ancienne partie ?» Et à quel point on peut le mettre en pause, cette refonte? Parce que voilà, on l'a lancé, on a bien avancé.
est-ce qu'on peut faire des play-pauses au fur et à mesure? Pour arriver souvent à la question de est-ce que la refonte, elle est vraiment obligatoire et est-ce que finalement, on ne pourrait pas faire 100, puisqu'on a fait 100 toutes ces années? Souvent, pour moi, c'est qu'on s'est perdu totalement dans la technique et dans le comment on va refondre, par quelle brique on va commencer, quelles sont les implications, quelles sont les nouvelles technologies. Et on a fini par perdre de vue pourquoi on fait une refonte, quelle valeur on va amener au fur et à mesure. Et donc, on a perdu les stakeholders au fur et à mesure du chemin. Je vous disais que j'ai piloté du coup 4 refontes en CDI, 3 depuis le début de l'année maintenant en freelance. Et pour moi, la clé des refontes que j'ai vu réussir, c'est toutes les refontes qui ont été pilotées par la valeur et du coup pilotées par le produit. Par opposition, la plupart du temps, les refontes, c'est quelque chose de tech. Et donc du coup, on va laisser les devs s'occuper et piloter ces refontes. Mes 4 types de refontes, du coup, je vous les fais en linéaire et j'ai voulu faire un truc sur mon niveau de kiff initial quand on m'a dit on va faire une refonte et le type de refonte. 2018, première refonte, fusion de 2 produits historiques de l'entreprise. On est sur des outils utilisés par des centaines de milliers de collaborateurs. Moi, j'étais très ingé encore à l'époque. Je me dis, voilà, j'ai 2 produits quasiment en doublon, super. On va les fusionner, valeur business immédiate. Ça s'est fait. Pas longtemps après, vous pouvez voir, Big Bang. Là, on se dit, en fait, on a un nouveau marché. Il y a eu le Covid, etc. aussi qui aide. On a un nouveau marché de managers. On était sur un outil très DRH. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Ils veulent un outil beaucoup plus light que ce qu'on a. Et si on recommençait de zéro? Alors là, j'étais dans une start-up, donc ça donne envie de se dire on va repasser en mode start-up. Donc on s'est fait une super squad d'innovation qui a réinventé le produit de zéro, ce qui ne s'est pas très très bien passé derrière. Et on avait quand même ce sujet de legacy. Donc après, on a fait une refonte plutôt pas à pas. Donc ça, c'est une refonte classique. On se dit brique 1, puis brique 2, puis brique 3. Beaucoup moins sexy, j'allais dire, pour le product que j'étais à l'époque. Et plus récemment, j'ai fait un dernier type de refonte qui est de l'interfaçage. Donc l'interfaçage, c'est comme quand on fait un house staging pour faire visiter sa maison. On refait la surface, et puis après, au fur et à mesure, on va aller choper de la dette. On repeint déjà la façade. En parallèle, du coup, qu'est-ce qu'en pensaient mes stakeholders? Fusion de produits, ça ramène du cash. Tout le monde était d'accord. Sur le Big Bang, là où moi, en tant que produit, je me disais, chouette, je vais pouvoir repartir de zéro, les DG, ils sont vachement moins motivés souvent. Et je le vois d'autant plus en freelance là maintenant, puisque du coup, c'est mes donneurs d'ordre, où ils me disent, mes équipes m'ont dit, on va tout repartir de zéro, on va livrer le truc dans 2 ans. J'ai un peu peur de ce que ça va donner, d'est-ce qu'ils vont être capables d'arriver au bout de cette refonte et de l'énorme migration de clientèle. Bon, évidemment, quand la refonte Big Bang explose, ils sont encore moins contents. Tout ce qui est pas à pas et interfaçage, par nature, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus aux stakeholders. Et c'est normal, j'ai envie de dire, nous, en tant que produit, on n'arrête pas de parler d'agile. Pourquoi ne pas faire des refontes plus agiles, justement? On n'arrête pas de prôner le fait de le faire au fur et à mesure. Faisons pareil avec nos refontes. Donc, en gros, pas exactement la même vision initiale. Je vous ferai à la fin la sortie des refontes. Le plus gros delta, c'est les refontes Big Bang, où globalement, ça donne super envie de partir de zéro et de se refaire une refonte aux équipes produits et aux équipes tech, parce que ça a l'air plus simple initialement. C'est vraiment pas ce qui est perçu comme le plus simple par les partenaires. Et du coup, si je vous raconte, moi, les refontes que j'ai vécues, la première, du coup, c'était chez Supermood, un SaaS B2B RH, centaines de milliers de répondants. Donc, je vous disais, c'est un gros impact de faire ce changement de produit. J'étais en CDI depuis 1 an dans la boîte, donc je commençais à connaître un peu les stakeholders, mais j'étais encore un peu nouvelle, et j'avais 50 produits dans les pattes. Donc j'étais ce qu'on appelle First Product Manager. Et je me rends compte qu'on a 2 produits qui font la même chose ou presque. On a un produit qui fait des sondages avec des questions de 1 à 10 où on ne peut pas choisir la question parce que c'est un NPS. Et on a un produit qui fait des sondages de 1 à 5 où on peut choisir la question. Alors, vu d'extérieur, ça semble exactement la même. Évidemment, quand ça a été conçu, il y avait 2 mentalités différentes, mais on se dit, voilà, c'est tellement la même chose, fusionnons les produits. Nos clients, du coup, a priori, se disent super. Donc ça, c'est vraiment le type de refonte où normalement, tout le monde est assez aligné sur la valeur. On lance la refonte, premier mois, c'est parti.
hyper rapide au début. Dès le 3e mois, on se dit, voilà, nos nouveaux clients, on peut les mettre sur un seul outil qui sera notre outil final, qui est justement l'outil où on peut choisir les questions. Et pour eux, c'est assez facile. La fin a été extrêmement douloureuse. Je vous mets mois 12, mois 18, ce qui pour une start-up avec du cash d'investisseurs est énormissime, est une vie. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que, oui, initialement, on était tous convaincus que la refonte, ça allait apporter énormément de vélocité, que nos nouveaux clients satisfaits nous donnaient cette impression de ça va être facile, en fait, ils sont contents de nous, nouvel outil, on a un outil qui, sur étagère, sert leurs besoins. Mais on a gardé pour la fin les 3 clients. Vous savez, les 3 clients super relous dans leurs demandes, mais qui ont 50 à 60% du CA, et donc à qui on ne va pas pouvoir dire que la migration doit se faire quoi qu'il arrive, et quoi qu'il en coûte. Et donc cette fin de migration a été extrêmement douloureuse, et c'est là que je me suis dit, en fait, voilà, les refontes pilotées, j'allais dire, rapidement, c'est pas possible. Et les refontes, il faut un vrai plan stratégique, un vrai suivi, pour qu'une refonte aille jusqu'au bout et ait de l'impact. Donc bon, on a quand même fini cette refonte, mais avec beaucoup de difficultés. Et donc évidemment, quand ce nouveau marché arrive, et qu'on a l'opportunité de faire une refonte qui est une refonte de type Big Bang, on repart de zéro, là ça devient hyper sexy, même pour les stakeholders qui sinon auraient dit c'est une super mauvaise idée. Parce qu'on vient justement d'une refonte en 18 mois, là on leur dit, bon, on enlève la legacy, on repart de zéro, on fait un truc nouveau marché. Équipe de 5 personnes, 5 PO, 5 personnes, 1 PO, 4 devs. Alors en plus, il s'était dit, on va mettre les plus efficaces de l'équipe tous ensemble. Donc on a adoré bosser dessus. Grosse legacy tech à mettre en place. Moi, donc CDI depuis 2 ans, 6 ans dans le produit, pour vous donner une petite idée. Sur le papier, c'était le plus chouette, mais ça a été le pire, notamment en termes de... Oui, on a appris rapidement. Rapidement, on a pu tester des nouvelles technos, on a pu tester des nouveaux marchés. On a pu rapidement, en moins de 6 mois, se dire ce marché, il n'est pas porteur. On a lancé un nouveau produit, on a des gens dessus, les gens sont intéressés, les gens ne payent pas le prix qu'on voudrait. Donc, on peut mettre fin à ce test, à cette expérimentation, sans avoir toute la legacy. Enfin, faire pareil avec la legacy avait été estimé beaucoup, beaucoup plus long en temps de développement. On a eu 80% de démissions dans la squad qui s'est occupée de cette refonte. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément en grand groupe, cette envie de dire on va faire une squad innovation ou un groupe innovation qui va prendre le nouveau produit et qui va l'amener le plus vite possible. Alors souvent, en plus, on prend des prestats, des externes. Mais moi, en tant que freelance, je leur dis, mais moi, je ne vous recommande absolument pas cette stratégie parce que ça crée une entreprise à 2 vitesses avec ceux qui font l'ancien produit, ceux qui font de la maintenance, ceux qui gèrent les clients existants. De l'autre côté, ceux qui vont faire le nouveau produit à toute vitesse sur les nouveaux clients. Et pour aller rattraper les deux, et pour aller mettre les deux sur la même culture, ça va être super compliqué. Donc refonte hyper sympa sur je fais un test de nouveau marché, je veux lancer un petit POC ou ce genre de choses. Mais sur un gros produit complexe, c'est vraiment le type de refonte qui crée des schismes dans les entreprises et qui peut avoir des gros impacts en termes humains. Suite à ça, donc on tue ce produit. On avait toujours, du coup, notre sujet de legacy avec des vieilles technos. Là, au fur et à mesure, vous voyez que je vieillis. Ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise. Ça fait 8 ans que je fais du produit. Et on se dit, voilà, on va faire une refonte classique, comme tout le monde le fait. C'est moins sexy sur le papier. On va faire une refonte pas à pas et brique par brique. Donc, on va se dire au fur et à mesure... qu'est-ce qu'on veut reprendre? Parce qu'on a quand même appris beaucoup de choses en faisant ce Big Bang. Donc, qu'est-ce qui avait bien fonctionné? Quelles étaient les nouvelles technos, les nouveaux partenariats qui nous ont beaucoup aidés? Et un peu aussi des choses de culture. Et comment, cette fois, on refait pareil, mais avec notre produit historique, avec toutes les équipes en embarquant tout le monde et en avançant. Pareil, je vous mets à chaque fois la timeline. On se dit, voilà, on va le lancer mois 1. C'est le type de refonte qui est beaucoup, beaucoup plus lente. Ça nous a pris 1 an pour faire 30% du travail et pour réévaluer et se dire, au vu du temps qu'il nous a fallu pour les briques existantes, il reste 1 an de travail, globalement. Et là arrive le Covid, notre super copain Covid, qui rebat beaucoup les cartes, parce que soit on continue notre refonte de manière pépère, étape par étape, brique par brique, avec le risque de mourir du coup à la fin du Covid, parce que le monde a beaucoup trop changé.
L'expérimentation manager, c'était déjà pour le Covid, mais donc il y a toujours ces questions de monde qui change, télétravail, etc. Soit, justement, ce genre de refonte nous a permis de mettre en pause. Quand je vous disais les stakeholders veulent mettre en pause, on peut, avec un pas à pas, mettre en pause. C'est pas confortable, c'est pas fun, on aimerait bien aller jusqu'au bout, mais c'est possible. Et donc, c'était un des meilleurs compromis pour nous de se dire, là, on va mettre un peu plus d'accent sur tout ce qui va être innovation, valeur utilisateur sur ces nouveaux marchés, tout en gardant la refonte là où on en est, et on la reprend juste après en année 3. Et en fait, ça a été beaucoup plus rapide qu'on pensait la fin de refonte, puisqu'on a appris de toutes les pots cassés de l'année 1. Donc, quand je vous disais, en année 1, on n'a fait que 30%, évidemment, on avait des nouvelles technos, des nouvelles choses à mettre en place. Et donc, sur l'année 3, on savait. On connaissait beaucoup mieux les technos, on avait déjà fait les migrations de briques, on savait ce qui pouvait péter. Et donc, on a été de plus en plus rapide au fur et à mesure de la refonte. Vous allez me dire, classique agile. Et pourtant, c'est pas toujours déroulé de cette manière-là sur les refontes. Rétrospectivement, là, j'en ai fait 2 autres depuis ce genre de refonte. Le souci qu'on a eu, c'est qu'on avait fait brique par brique. On avait quand même un peu oublié la valeur. Quand je vous disais où est la valeur, pourquoi est-ce qu'on a eu cette pause à l'année 2 ? On a eu cette pause parce que j'ai pas réussi à prouver aux stakeholders que les briques restantes à refondre étaient assorties à de la valeur ajoutée. Et donc, au lieu d'avoir une roadmap qui dit au prochain trimestre, on va prendre telle brique, évidemment, ça tue de la dette, mais voilà la valeur qu'on apporte aux utilisateurs, j'avais une roadmap de briques à refondre, ce qui, évidemment, apporte beaucoup moins de valeur. Et donc là, maintenant, a posteriori, oui, c'est des refontes beaucoup plus longues, mais moi, je recommande beaucoup plus souvent de partir maintenant sur ces refontes. Alors, il n'y a jamais de vérité absolue dans le produit, mais je recommande plus régulièrement de partir sur ce genre de refonte en alignant les roadmaps produits et tech sur de la valeur. Telle brique, telle valeur. Puis on va faire telle brique, ça va apporter telle valeur. Et on bosse ensemble et on montre aux stakeholders, tous les sprints, tous les trimestres, qu'il y a de la valeur utilisateur qui continue à sortir et qu'il n'y a pas un freeze refonte et dette technique. C'est pas vrai, on avance et on met de la valeur au fur et à mesure. Je vous ai mis le petit bonhomme qui grandit des Pokémon parce que c'est vraiment ça, ce genre de refonte. Normalement, au fur et à mesure, on devient de mieux en mieux et on apporte de plus en plus de valeur. Et ça, je voulais le partager avec vous parce que c'est une refonte que j'ai assez peu vue, même quand je m'étais documentée. C'est des refontes de type interfaçage. Donc, je vous disais, on repeint le début de la maison. Contexte hyper particulier. Donc là, je suis freelance. Je rejoins un grand groupe qui a des produits qui ont des implications avec l'État, donc grosses implications sociétales. Et qui dit grand groupe dit aussi des choses du style 500 clients égale 500 déploiements sur des serveurs dédiés. Donc chaque client a l'équivalent chez ce client d'un petit ordinateur qui fait globalement tourner sa version du site web. Et donc s'il y a un bug, une petite mise à jour, c'est x 500. Il faudrait faire une refonte. C'est la mode du SaaS, ce serait bien de passer en SaaS. Comment est-ce qu'on fait passer tout ce gros produit à un produit SaaS? Je vous disais l'approche par la valeur. Là, c'est une des fois où ça a été le plus important, où on s'est vraiment dit pourquoi on veut faire du SaaS. Parce que le SaaS, c'est à la mode, mais pourquoi du SaaS? En fait, on veut du SaaS pour que nos clients aient une interface de paramétrage qui se mette à jour régulièrement. OK. Donc, le cœur du calcul du processeur, il peut rester sur 500 déploiements, finalement. Si possible, on va essayer de faire un cœur de réacteur qui est déployé que pendant 2 jours. Comme ça, au lieu d'avoir 500 déploiements sur des trucs qui durent 3 mois, peut-être que sur 2 jours, on va en avoir qu'une cinquantaine. Et en revanche, on va se concentrer sur la valeur client. On veut faire un SaaS pour que les clients puissent paramétrer notre outil. Super. On commence ce SaaS. Le plus gros travail, c'est l'interfaçage. Comment ce nouveau SaaS va discuter avec ces 500 serveurs. Une fois que cette brique-là, elle est mise, qui est la brique technique, on peut apporter de la valeur hyper rapidement comme dans tout logiciel SaaS. Et donc, on est parti d'une roadmap de refonte, le fameux « on aura fini dans 2 ans et demi, c'est super compliqué, on a plein d'algorithmes à revoir, à faire passer sur une nouvelle techno », à « en fait, on va faire un SaaS, voire on va faire une partie en no-code, premier déploiement, 3 semaines ».
Je suis gentille, je dis 1 mois, le temps de test, recette, etc. Mais globalement, 1 mois, premier déploiement. Au bout de 3 mois, on a des clients sur un portail SaaS sur lequel ils peuvent faire de la config. Et là, plus de question de stakeholder. Ok, très bien, on doit faire une refonte. Voilà la valeur qu'on apporte. On continue à le faire. Et en fait, c'est une technique par étranglement où cette fameuse jolie portail vitrine, au fur et à mesure, va venir récupérer les briques et de la legacy du cœur. Mais ça, c'est presque, on va dire, c'est notre tambouille interne. La question, c'est, on a de la valeur pour les clients. Qu'est-ce qu'on va récupérer du cœur? Pourquoi? Pour quelle valeur? Et finalement, le reste du cœur historique, il va rester vieux. Gros changement de mindset, gros travail avec les équipes tech, ça a l'air super simple dit comme ça. Je vous imagine que quand on leur a dit le code qui a 25 ans, il va rester comme ça, parce qu'en fait, il fonctionne et que du coup, on n'apportera pas de valeur en le remettant. Tout le monde n'a pas sauté de joie au début, mais in fine, la valeur, elle est là. La valeur, elle est dans ce qu'on apporte à l'utilisateur. Et c'est comme ça qu'on fait une refonte. C'est pour apporter de la valeur utilisateur. Donc on reste sur une temporalité qui va être plus longue. On reste avec un peu de notion de gestion de l'historique, si jamais il y a un bug ou quoi sur la version historique. Mais on est sur une refonte, pour le coup, 100% orientée valeur, sur un nouveau produit. Donc j'ai presque envie de dire, c'est mélange Big Bang et portail SaaS, grand plaisir. Ça ne marche pas tout le temps, c'est pour ça que j'en ai fait que 2 comme ça. Mais à garder en compte, la question c'est la valeur. C'est pas quel est le cœur historique, quels sont les algos, c'est qu'est-ce qu'on va apporter comme nouvelle valeur à nos clients par cette refonte. Donc globalement, ça c'est le avant-après des refontes. Donc mon a priori, c'était le Big Bang, c'est formidable. Évidemment, c'est beaucoup moins mon a priori et a posteriori. Et pour en avoir du coup discuté avec pas mal de clients, il y en a assez peu des Big Bang qui fonctionnent, à part sur des tout nouveaux produits. Le pas à pas, super ROI, parce qu'on retrouve cet agile et cette valeur. L'interfaçage, c'est des refontes 2023, donc elles ne sont pas terminées. Je peux vous dire que pour l'instant, je le mettrai plus haut même que ce que je pensais, parce qu'on apporte beaucoup de valeur, et donc même sur des transfos, ça permet à l'entreprise de vraiment se mettre dans un mindset beaucoup plus itératif et agile. Je préfère attendre que les refontes se terminent avant de mettre un petit point sur la courbe. Si ça se trouve, on va trouver quelque chose qui ne fonctionne pas à la fin. Donc, je reviendrai vous dire dans 2 ans si ça a été bon jusqu'au bout ou s'il y en a eu un imprévu là-dessus. Du coup, je classe maintenant 2 gros types de refontes qui sont les refontes Big Bang, super efficaces sur des nouveaux marchés, des nouveaux outils. Je pars de 0, je veux tester quelque chose. Si le code part à la poubelle à la fin, c'est pas grave, entre guillemets. Mon but, c'est l'apprentissage. Risque hyper élevé, parce qu'on ne va pas reprendre tout le spécifique client. Après, taux d'échec élevé, mais c'est pas grave, on a moins investi. Jamais vu fonctionner pour l'instant sur une refonte logicielle globale. S'il y en a qui l'ont fait, je suis preneuse de retour d'expérience. Mais la plupart des gens avec qui j'ai discuté qui ont fait ça, il y a la fameuse migration très 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 pénible à la fin des derniers clients qui peut prendre des années pour les faire passer sur la nouvelle version. Et de l'autre côté, ces fameuses refontes étape par étape agiles, que ce soit vraiment du pas à pas ou de l'interfaçage, où on se met en mode produit. On se dit, quelle est la valeur pour le client? Par quoi je veux commencer? Au fur et à mesure, on la délivre. Oui, c'est plus long. Et donc là, je parle de projet. Je suis désolée pour le mot qu'il ne faut normalement pas employer. Mais il y a besoin de gestion de projet, même si on fait du produit, pour ce genre de refonte, parce qu'elles sont longues et qu'il faut les animer. Mais c'est des refontes qui permettent souvent d'aller jusqu'au bout et qui, du coup, évitent de s'arrêter. Et donc là, vous voyez un process produit standard, mais qui, pour moi, est un process de refonte standard aussi, qui commence par de la user research et de la discovery. Qu'est-ce que je vais apporter à mon marché? Où sont mes concurrents? Pourquoi je dois faire cette refonte? Une fois qu'on la lance, comme toujours, alignement des parties prenantes. Est-ce qu'on est bien d'accord sur pourquoi est-ce qu'on va faire cette refonte? Le plus important, c'est écrit en tout petit, mais c'est le choix de la brique 1. Comment je gagne du temps pour la suite? Comment je fais en sorte que les gens se disent « Super, il y a une refonte en cours, on apporte de la valeur, on continue ». On itère, classique, au fur et à mesure de la refonte jusqu'au déploiement.
Et là, petit bémol quand même sur le déploiement qui a l'air simple, mais je vous disais, attention aux clients les plus longs et les plus complexes, les gardez pas pour la fin. C'est ceux qu'il faut presque prendre au tout début, qu'il faut accompagner, où il faut bien comprendre leur use case. Si vos clients les plus compliqués vous soutiennent sur la refonte, globalement, vos stakeholders vont vous soutenir sur la refonte. Vous avez rendu 50% du CA heureux. Si eux ne vous soutiennent pas, attendez-vous à, dans quelques mois, quelqu'un qui va venir dire tel gros client a telle demande, comment est-ce qu'on avance? Donc j'ai même un client qui a fait un board de refonte. Il a voulu appeler ça de manière très pompeuse, mais pour valoriser ses plus gros clients, en leur disant vous êtes à notre board de refonte, voilà où on veut aller. En pratique, il a aussi plein de plans d'intelligence artificielle, low-code. Mais en gros, il prend ses nouveaux clients en se disant où est-ce qu'on veut aller, comment on veut avancer. Validez-nous au fur et à mesure qu'on va dans la bonne direction pour s'assurer d'avoir des promoteurs directement clients. Donc on aime bien les matrices. Je vous ai fait une jolie petite matrice avec la valeur et la dette technique. Globalement, pas de valeur, pas de dette, pas de sujet de refonte. Enfin, j'ai envie de dire, on le laisse, on le tue, peu importe, ça ne rentre pas dans le cadre. Toujours dans le pas de valeur, beaucoup de dettes. C'est les sujets que je préfère aborder dès le début, parce que c'est les sujets de est-ce qu'on l'enlève, ce sujet-là, finalement? Est-ce qu'on le veut vraiment dans le futur produit, puisqu'il apporte peu de valeur? Comme ça prend du temps de mettre à la poubelle des fonctionnalités, autant lancer la discussion avec les clients dès le début si c'est possible, et s'assurer, notamment avec les très gros clients toujours, qu'on peut bien le jeter et que ça ne va pas exploser en fin de refonte. Comme ça, au fur et à mesure, en plus, on s'enlève de la dette à maintenir sur l'ancien produit. J'ai envie de dire assez simple. Après, les deux dernières catégories, moi j'aime bien jouer sur les deux, parce que tout ce qui va être haute valeur, faible dette, c'est là où on peut itérer. On peut itérer sans rajouter de la dette. On peut itérer facilement, rapidement. Quand je vous disais justement, au fur et à mesure, bien choisir les briques, ça nous permet de rythmer l'innovation. De se dire, on va prendre une brique avec énormément de dettes, on sait que ça va nous prendre 3 à 4 mois. Juste à côté, je vais mettre un quick win sur un truc où le code il est propre. Comme ça, je fais plaisir à tout le monde, entre guillemets, et je joue sur les deux tableaux. Le cœur du sujet, évidemment, c'est pas de faire que des quick wins, ça va être de partir sur grosse valeur, grosse dette, et de se dire, où est là où le ratio dette-valeur le plus important, comment je mets le pied dedans? Oui, c'est le plus compliqué, donc ça ne fait pas un début de refonte facile, mais c'est ce qui permet une fin de refonte la plus efficace possible. Et s'assurer que la refonte, elle termine déjà. Terminer une refonte, on est d'accord, c'est perpétuel une refonte, mais en tout cas de se dire, ce premier chapitre est clos, on passe à la refonte suivante. Pilotage par la valeur classique, du coup, de se dire, quelle est ma vision? Je veux aller où avec cette refonte? Où est-ce que je vous emmène? Quels sont mes objectifs? Est-ce que les briques que je prends répondent à mes objectifs? Et quel rythme je veux donner à ma refonte? Comment je m'assure, sprint après sprint après sprint, ou trimestre après trimestre, que je continue à apporter de la valeur et que la refonte va aller jusqu'au bout? Ça, c'est votre travail de produit. C'est votre taf de faire ça, sur des fonctionnalités classiques et sur des refontes. C'est votre travail de produit avec les équipes tech. Surtout, je ne dis pas, prenez le bébé des équipes tech qui voulaient faire la refonte et dictez-leur à quoi va ressembler la refonte. Travaillez avec les équipes tech, créez ces relations, comme toujours, de respect, de confiance, de compromis. Oui, parfois, vous allez faire passer une brique qui n'est pas celle qui avait le plus de valeur, mais ça permet de donner un peu de souffle aux équipes tech parce que pour eux, c'est quelque chose qui les embêtait au quotidien. Comme dans tout arbitrage de roadmap produit, on est en train d'arbitrer une roadmap de refonte. Donc on se met d'accord pour avancer. On surcommunique à tout le monde. L'avantage, si on fait ces refontes en binôme en plus, c'est qu'on communique à deux à tous les stakeholders. On se dit ensemble, ce trimestre, je parle au trimestre parce que souvent dans les grands groupes, c'est une brique, un trimestre. Ce trimestre, on va prendre telle brique. En texte, ça nous permet de gagner ça. En valeur client, ça nous permet de gagner ça. On arrête la division de bataille on paye de la dette, entre guillemets. Oui, on paye de la dette en apportant de la valeur. Et garder le focus résultat, en se disant, encore une fois, où est-ce qu'on veut aller?
Est-ce qu'on apporte toujours de la valeur dans cette refonte? Est-ce qu'on est sûr de ne pas se perdre? CDI ou freelance? Parce que je vous ai dit au tout début, voilà, j'ai fait 4 refontes en CDI, j'en ai fait d'autres en freelance depuis, commence à me perdre sur les chiffres, mais c'est 4 ou 3 ou 3 ou 4. En CDI, j'avais une bien meilleure connaissance métier. Donc finalement, l'expertise, le fait de se dire, ces produits ils sont suffisamment similaires, je vais pouvoir les fusionner, ça c'est une expertise qui se gagne au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je vous mettais aussi la timeline de j'étais en CDI depuis 1 an, depuis 3 ans, depuis 5 ans. Évidemment, mes refontes étaient bien meilleures sur la fin que sur les premières refontes que j'ai pu faire, parce que je connaissais bien mieux le métier. J'avais aussi l'énorme avantage d'avoir une équipe stable et des soutiens en interne. Donc je savais que une partie de ma refonte allait avancer grâce à mes promoteurs que je connaissais. Je savais que telle personne, il fallait que je la soigne de manière spécifique avant le prochain board parce que ça lui posait problème pour X, Y, Z. Et je commençais avec un certain quota de confiance. Et en plus, l'énorme avantage, c'est qu'on voit le suivi au long cours des refontes. Aujourd'hui, je peux vous dire, cette refonte, elle marche bien ou pas, parce que j'ai fait ces 5 ans qui me permettent de dire, j'ai fini X refontes. Il y a peu de refontes qui sont en 2 mois. En revanche, côté freelance, on peut avoir cette neutralité de chef d'orchestre. Ce fameux petit aiguillon de « mais la valeur, est-ce que tu es sûr que c'est là qu'elle est la valeur ?» Et cet arbitrage entre le produit, la tech, le business, comment on fait avancer? J'ai assez peu d'a priori, globalement, quand j'interviens sur est-ce qu'il faut prendre la brique A ou la brique B. Moi, mon seul apport, c'est l'expertise, la connaissance, ce que j'ai pu voir ailleurs. Je n'ai pas de politique interne, et donc c'est vraiment qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Et ça m'amène du coup à la fin qui est... Là, on parle beaucoup de refonte et de comment faire avancer une refonte. Dans beaucoup d'organisations, refonte et changement de culture, ça se fait en même temps. Souvent, on passe du projet au produit et donc on va faire une refonte pour aider les opérations. Et donc, tout ce travail d'animation interne, quand je vous disais, je vais utiliser le mot projet que je vais réutiliser du coup, de gestion de refonte, il faut l'animer cette refonte, il faut la faire avancer, il faut faire mûrir les stakeholders au fur et à mesure sur pourquoi on gère la dette. Et c'est presque aussi important que la refonte, voire plus. Oui, il faut enlever la dette technique, mais c'est à vous d'amener l'organisation au niveau de maturité du produit final. Et donc souvent, il y a plein de process à péter au passage. Ça fait du coup 7 refontes. Je pense que c'est jamais fini. On voit le nombre de mains dans la salle. 2023, c'était l'année de la refonte. Je pense que 2024 aussi, ce sera l'année de la refonte. Globalement, c'est un skill que vous devez apprendre. Et donc, prenez le temps d'itérer et d'apprendre sur vos refontes et de vous dire, là, ça s'est bien passé pour ci ou pour ça. Voilà comment je vais faire la dernière. Et voilà globalement pour les refontes. En tout cas, mon expérience des refontes. Donc, si vous avez des questions, avec plaisir, que ce soit sur le freelance, le CDI, en grand groupe, en corpo, en start-up, allez-y.